dans cette petite séquence vidéo, au cours de laquelle vraiment je suis un peu dégoûté. Vraiment, je suis Paul Kagame. Je ne sais plus où donner la tête avec Paul Kagame. Il y a eu un rapport de l'ONU, là. Plus de 10 millions de Congolais sont morts depuis la chute de Mobutu. Plus de 10 millions de Congolais. Plus de 10 millions depuis la chute de Mobutu. On a tué des gens, violé des femmes, tué des enfants. Et tout ça, Kagame y est pour quelque chose. Mais je le plains. Je ne plains pas Kagame. Je plains les Rwandais. Je plains les Rwandais. Parce que vous savez, on dit dans la Bible, dans Nombre 32, verset 23, votre péché vous reviendra. Votre péché vous reviendra. Et comme j'ai l'habitude de dire, malheureusement, ce sont les innocents parfois qui payent. C'est ça qui est triste dans la vie. C'est ça qui est triste. Votre papa peut tuer, par exemple, ça c'est un exemple, mais c'est ceux qui n'ont pas fait ça pour punir votre papa, c'est les innocents qui vont payer, peut-être ses cousins, ses cousines, des cousines de votre papa. C'est ça malheureusement la vie. Kagame pense qu'il connaît la vie. Parce que bon, il traite avec toutes les grandes puissances. Regardez, hein, moi vous savez, j'ai suivi sa visite au Bénin. J'ai tout suivi, tout. Quand j'ai entendu ça, Kagame au Bénin, j'ai dit, c'est pas croyable. Qu'est-ce qu'il va faire au Bénin? Je vais suivre ça. Vous savez, le Bénin, c'est la chasse gardée de la France. C'est la chasse gardée de la France. Donc, si Kagame va au Bénin pour lutter contre le terrorisme, en fait, ça veut dire qu'il y a un deal avec la France. Il y a un deal. La France ne veut plus mettre ses soldats en avant. Donc, on utilise les soldats africains. Plus précisément, on va utiliser des soldats rwandais. Vous voyez? C'est ça, en fait, la présence de Kagame au Bénin. C'est la France qui l'envoie. Il va travailler. En fait, le Rwanda, non pas le Rwanda. Je vais distinguer les Rwandais de leur président. Le gouvernement rwandais est un sous-traitant. Est un sous-traitant. Ouais, il est au Rwanda. Tu ne peux pas être au Bénin sans l'autorisation de la France. Ce n'est pas possible. Vous voyez, il est au Mozambique. Je ne sais pas trop comment, bien c'est Cabo Delvaux, je sais. Il est au Mozambique pour protéger Total. Il y a les troupes rwandaises au Mozambique pour protéger Total. Total, c'est qui? C'est la France. Donc, en fait, vous voyez, il y a un deal entre Kagame et la France. Et pourtant, ils étaient en froid. Il y a eu réconciliation tout récemment, là, n'est-ce pas? Vous avez vu, c'est la visite de Macron au Rwanda. Il a même changé la langue. Au Rwanda, on parlait en français. Donc, il y a un deal. Il y a un deal. C'est du donnant-donner. Tu me donnes quelque chose, je te donne quelque chose en retour avec la France. Vous voyez, le Rwanda est en Centrafrique pour épauler le président Touadéra. Donc, il y a un deal. Cette fois-ci, c'est avec les Russes. Donc, il y a un deal. Puisque c'est Wagner qui est là-bas. Et maintenant, le Rwanda au Congo. Bon, le Rwanda, c'est le sous-traitant des Occidentaux. En fait, plus précisément des Anglo-Saxons. Oh, États-Unis, Royaume-Uni, Canada, tout ça. Voilà. Vous voyez, en fait, c'est un gouvernement qui traite avec toutes les puissances qui sont en rivalité.
Ça veut dire que lui, c'est un gouvernement dangereux, très dangereux. En fait, c'est pas, il traite, bon, c'est pas de l'économie. Si c'est de l'économie, il n'y a pas de problème. Si, par exemple, je veux acheter si c'était pour, mais en fait, il traite sur le plan militaire. Ça veut dire que c'est un gouvernement très dangereux. Très dangereux. En fait, lors de sa visite au Bénin, lors de la conférence de presse qu'il a eu avec Patrice Talon, il a dit que le problème du Congo, ce n'est pas un problème qui date d'aujourd'hui. C'est un problème avant avant les indépendances. Qu'il y a des terres, il y a des terres rwandaises, il y a des terres rwandaises au Congo. Et il y a des terres rwandaises en Ouganda. Et il a aussi dit qu'il y a des terres ougandaises au Congo. Mais ça, à qui la faute? C'est faute aux colons? C'est pas la faute des Congolais. Ce ne sont pas les Congolais qui ont arraché la faute aux colons. Ouais, indirectement, il a reconnu donc s'il y a le M23, c'est lui qui soutient le M23, il a reconnu. Il a reconnu. C'est lui qui soutient le M23. C'est lui qui soutient le M23. Donc, en fait, toutes les guerres qu'il y a au Congo, première guerre, deuxième guerre, etc., le Rwanda, il est pour quelque chose. Donc, plus de 10 millions de morts. Plus de 10 millions de morts. Tu tues tes propres frères. Tes propres frères noirs. Tu les tues. On va à plus de 10 millions de morts. Restons d'abord sur les terres. Restons sur les terres. Ben, parce qu'il a dit qu'il y a, des Tutsis. Des Tutsis au Congo. Parce que lui, donc en fait, il se présente comme le protecteur des Tutsis. Vous voyez, il se présente comme le protecteur des Tutsis depuis le génocide de 1994. Il se présente comme le protecteur des Tutsis. Il veut rassembler les Tutsis. Bon, peut-être c'est un prétexte, on connaît ça, c'est un prétexte. On joue sur l'ethnie. Il veut rassembler les Tutsis. Il veut protéger les Tutsis partout où ils se trouvent. Mais regardez le Gabon, regardez la Guinée équatoriale. C'est les mêmes populations qui parlent la même langue. Regardez au sud du Cameroun avec le sud du Gabon, le sud de la Guinée équatoriale. Si vous regardez, le Gabon a une frontière avec le Congo. Ce sont les mêmes populations. La frontière, là, les Bateke et tout ça. Chez nous, c'est les Ewondo, les Fang, là, avec le Gabon, la Guinée. Pour ne citer, je préfère parler de ce que je connais bien. Mais si vous allez au Mali, au Burkina Faso, ce sont les mêmes populations au niveau de la frontière. Encore au Cameroun. Vous savez, peut-être beaucoup de gens ne savent pas ça. Il y a une partie du Cameroun dans le Nigeria, une partie du Cameroun dans le Congo, une partie du Cameroun dans le Gabon, une partie du Cameroun dans la Guinée. Donc les Camerounais aussi peuvent s'armer et disent qu'ils vont récupérer toutes ces parties, n'est-ce pas? Toutes ces parties. Mais on ne peut pas parce que ça, c'est le colon qui a fait ça. C'est le colon. Donc on peut pas, c'est le colon. Sinon, nous aussi, on peut dire, bon, le Nigeria, là, on va reprendre cette partie, mais c'est le colon. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi il n'y avait pas ce problème sous Mobutu? De terre, de frontières. Sous Mobutu, il n'y avait pas ce problème. Mobutu, du côté du Zaïre, devenu Congo, il n'y avait pas ce problème du côté du Rwanda. Aussi, quand Juvenal Habyarimana était au pouvoir, il n'y avait pas ce problème de terre, de frontières. On en a parlé. C'est Kagame qui vient de parler au Rwanda, qui parle de problèmes de terre, de frontières. Le Rwanda a des terres. Il y a une partie du Rwanda dans le Congo. Mais pourquoi ça, on n'a pas évoqué ça depuis sous Mobutu? Je ne sais pas si dans les livres d'histoire du Congo, ils ont ça comme par exemple dans nos livres d'histoire, on sait qu'il y avait une partie du Cameroun. Je ne sais pas, je ne connais pas les livres d'histoire du Congo ni du Rwanda. Bon, à cette époque déjà, même déjà à l'époque de Juvenal Habyarimana, est-ce que dans les livres d'histoire, il y avait ça?
qu'il y a une partie du Rwanda dans le Congo? Ça, c'est la question aussi qu'on peut se poser. Pourquoi c'est Kagame qui vient les soulever, ce problème? On peut se poser des questions. Voilà, c'est quand les Allemands ont perdu le Cameroun, on a donné le Cameroun à la France et au Royaume-Uni. Maintenant, lors des indépendances, en ce qui concerne le Royaume-Uni a fait un référendum dans la partie anglophone du Cameroun. Et il a demandé à ces populations-là, où est-ce que vous voulez partir? Est-ce que vous voulez rester avec les francophones ou bien vous voulez aller avec les anglophones au Nigeria? Vous voyez, c'est comme ça que ça s'est passé. Maintenant, il y a les anglophones du Sud qui ont dit qu'ils veulent rester avec les francophones. Et ce sont les anglophones du Nord qui ont dit qu'ils veulent rester avec le Nigeria. Donc la partie là est allée au Nigeria. Vous voyez? La partie là est allée au Nigeria. Donc en fait, il y a une partie du Cameroun au Nigeria. Donc nous aussi, on peut prendre les armes. On peut prendre les armes, aller dire qu'on va récupérer notre partie au Nigeria. On peut le faire. Mais vous voyez, nous ne le faisons pas. Nous ne le faisons pas. Premièrement, parce qu'on n'a pas les capacités militaires pour le faire. Donc, si le petit Rwanda a des capacités militaires pour aller prendre des terres au Grand Congo, les terres dont il dit que ce sont des terres de l'Europe avant, ça voudrait dire quoi? Qu'il a du soutien. Vous voyez, tu ne peux pas te lever un matin comme ça. Un État qui n'a pas de soutien va se lever un matin comme ça, aller dire il va attaquer un grand... Ça veut dire qu'il a le soutien. Il a le soutien des anglo-saxons, États-Unis, Canada, Royaume-Uni. C'est tout. Donc en réalité, le Rwanda que vous voyez, c'est Israël de la région. Si vous avez compris tout Israël, vous avez compris le Rwanda. Vous avez compris le Rwanda. Quelqu'un qui a compris Israël, il a compris le Rwanda. C'est tout. Le Rwanda, c'est le Israël. Vous voyez, Israël a dit c'était sa terre. C'était sa terre. Le Rwanda dit c'était sa terre. Voilà. Mais en fait, on a mis là-bas Israël, c'est pour contrôler la zone. Vous voyez, c'est pourquoi Israël est là-bas en réalité. C'est pour contrôler la zone et protéger les lieux saints du christianisme. Donc, si on comprend bien même, si on comprend, vous voyez, on peut même penser que le génocide là, le génocide, sauf si peut-être les historiens, ce qu'on nous a appris, je pense que les historiens ne nous ont pas dit la vérité sur le génocide des Juifs. En tout cas, on ne nous a pas dit toute la vérité. On ne nous a pas dit toute la vérité sur ce qu'il s'est passé lors de la Deuxième Guerre mondiale. On ne nous a pas dit. En tout cas, on nous a peut-être dit une partie, mais pas toute la vérité. Parce que je fais regardez, l'histoire se répète toujours. Il faut toujours comprendre ça. L'histoire, le génocide du Rwanda, c'est une répétition du génocide juif. C'est une répétition. Donc, en fait, le génocide rwandais, c'était un prétexte. C'était un prétexte pour envahir le Rwanda, le Congo. Voilà, le génocide au Rwanda, c'était un prétexte pour envahir le Congo. C'était un prétexte pour mettre un gouvernement en place pour contrôler la région, la zone. C'est ça en réalité. Donc le génocide, c'était un prétexte. Pourquoi? Parce que, et ça montre aussi, ça montre peut-être aussi qu'il y a bon, c'est pas seulement de la haine, parce que la haine c'est partout. Tous les peuples sont méchants. Sinon, ce qui s'est passé la Deuxième Guerre mondiale, regardez, en Irlande, là-bas, les catholiques et les protestants, c'est de la méchanceté. Donc, ce n'est pas le propre des Noirs. Si vous voyez ce qui se passe au Pakistan, ce qui se passe en Inde, il y a aussi de la méchanceté. Donc, pourquoi? Parce que il y a eu des accords d'Arusha. Les accords d'Arusha entre le parti de Kagame et puis le président Juvenal Abiyarimana, son gouvernement. Ils sont allés à Arusha en Tanzanie et ils ont débattu là-bas. Il y a eu des accords. Comme il y a eu des accords avec le Soudan. Vous voyez, il y a eu des accords avec le Soudan. Omar el-Béchir, John Garang. Maintenant, John Garang, c'est quand il est parti en Ouganda. Maintenant, quand il devait retourner au Soudan prendre le poste de vice-président, c'est là on l'a tué.
C'est là on l'a tué. Et puis vous voyez, on a divisé le Soudan. Donc, vous voyez, en fait, il y a une main. Kagame, c'est un sous-traitant. C'est un sous-traitant, il sous-traite, il travaille pour les anglo-saxons en réalité. Il travaille pour les anglo-saxons. Voilà, il travaille pour les États-Unis qui ont besoin des richesses au Congo, donc on l'utilise. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne vont plus envoyer leurs soldats sur place. Ils utilisent nos soldats pour faire leur travail. C'est ce qu'il se passe au Congo. Ils utilisent nos soldats, nos rébellions, pour faire... L'ONU est sur place pour superviser. En fait, ils n'utilisent pas leurs propres soldats au Congo pour faire le travail. Ils utilisent le Rwanda et ils envoient l'ONU pour superviser. Vous voyez, l'ONU est dans cette région. L'ONU est là-bas. L'ONU est là pour super. Mais on vous dit que l'ONU est là pour mettre la paix. Mais regardez, depuis plus de 30 ans, il n'y a jamais de paix là-bas. Depuis plus de 30 ans, il n'y a pas de paix. Donc vous comprenez que l'ONU, c'est le superviseur. L'ONU est là pour vérifier les actions du gouvernement du Rwanda. Pour voir s'il fait son travail. C'est ça le rôle de l'ONU. L'ONU, c'est le superviseur. L'ONU n'est pas là pour mettre la paix. En fait, parce qu'il y avait un accord. Et le président Juvenal devait mettre l'accord en pratique. On dit c'est quand il revenait d'Arusha. Et dans l'avion, il y avait le président burundais, toujours un Hutu. Juvenal était Hutu. Enfin, Kagame, il est Tutsi. Donc deux Hutus. On a bombardé l'avion dans lequel il y avait deux présidents Hutus. En tout cas, je ne sais pas si depuis 100 ans, on a tué deux présidents comme ça en même temps. Je ne sais pas. Vous voyez, c'est grave. Ça veut dire que c'est grave ce qu'il se passe. C'est grave. Le problème est tellement profond. Parce que tuer deux présidents de la même ethnie dans le même avion, ça veut dire qu'il y a une rancune. Il y a une rancune entre ces deux peuples. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a une rancune entre ces deux peuples. Depuis, il y a de la haine entre ces deux peuples. Et c'est ça qui a provoqué le génocide du Rwanda. C'est ça qui a provoqué le génocide. La question qu'on peut se poser, qui a bombardé l'avion dans lequel il y avait deux présidents? Moi, je vois mal les Hutus bombarder l'avion dans lequel il y a deux présidents. Même, admettons même qu'il y avait des réticences après les accords d'Arusha. On peut admettre qu'il y avait un clan du gouvernement de Juvenal. Il y avait une partie là, une extrême, on peut dire, une partie extrême qui n'était pas pour ces accords. Parce que c'était des accords de partage de pouvoir. Il faut bien comprendre. Vous savez, Kagame, c'était un chef rebelle. Voilà. Donc, il y avait une rébellion rwandaise contre le gouvernement de Juvenal Habyarimana. Alors, ça a conduit aux accords d'Arusha, pour partager le pouvoir, le partage du pouvoir. Comme on l'a fait partout. Comme on l'a fait en Angola. On l'a fait en Angola avec comment on appelle, Savimbi. On l'a fait, Dos Santos Savimbi. Un partage de pouvoir. On l'a fait au Soudan du Sud. Au Soudan. Mais sauf que John Garang était d'accord pour ce partage. Mais après, on l'a tué. Donc, vous voyez, il y a quelqu'un qui n'était pas d'accord. Pour John Garang, on dit, c'est les États-Unis. Ce sont les États-Unis. Parce que, ouais, après, on a dit non, les chrétiens ne peuvent pas vivre avec les musulmans. On ne peut plus. Non, sinon, ils ne vont jamais s'entendre. Parce qu'on a vu comment les musulmans soudanais ont maltraité les Soudanais chrétiens. Donc, en fait, John Garang a été éliminé parce qu'il était pour ces accords-là de partage du pouvoir. Or, les autres, plus précisément, voulaient une division du Soudan. Donc, je vois mal les Hutus bombarder l'avion dans lequel il y a deux de leurs, même s'ils sont réticents à l'égard de ces accords. Parce qu'ils sont toujours présidents. Ils vont toujours garder les postes. C'est vrai qu'on va mettre, par exemple, quelques vice-présidents, vice-ceci, cela, vice... Donc, s'il y a eu des accords, ça voudrait dire que Kagame a tenu,
militairement. Donc, je vois mal un Hutu qui va tuer un président alors qu'il sait que militairement, il ne tiendra pas face à Kagame. Donc, vous voyez, je ne vois pas. Parce que si il y a les accords à Arusha, en Tanzanie, ça voudrait dire que Juvenal Habyarimana, sur le terrain militaire, ne s'en sortait pas face à Kagame. Donc, je vois mal un Hutu bombarder l'avion d'un Hutu, alors qu'il sait que même s'il devient président, il ne pourra pas s'en sortir face à Kagame. Bon, je vois mal. En fait, nous avons, mais vraiment, je suis triste. Donc, Kagame peut faire ça à ses propres frères noirs. À ses propres frères noirs. On a tué combien de millions de Congolais. Il dit que c'est leur terre. Il dit que c'est leur terre. Mais qu'ils s'en prennent aux colons. Tu dois t'en prendre aux colons parce que c'est le colon qui a créé toute cette situation. Si c'était votre terre, avant, admettons que si c'était votre terre. Mais en fait, je pense que c'est juste... Donc en fait, on a fait d'une pierre deux coups. Donc il y a les Occidentaux, les Anglo-Saxons plus précisément. Voilà, les Anglo-Saxons plus précisément, qui voulaient s'implanter dans la région. Voilà, et ils ont utilisé Kagame. Et Kagame aussi, lui-même aussi, il a ses projets impérialistes. Vous voyez? Donc, d'une pierre deux coups. Donc, nous avons besoin de nous implanter dans la région, les Anglo-Saxons. On prend quelqu'un qui a aussi des projets impérialistes, qui veut agrandir son territoire. Il trouve que son pays est exigu, voilà, et peu nanti en richesse, alors que le voisin a beaucoup de richesse, donc on va prendre des terres chez le voisin. Voilà, c'est ça en fait, c'est ça. Quitte à massacrer mon propre peuple, parce que c'est ça le génocide. Quitte à massacrer mon propre... Parce qu'il y avait des accords. Il y avait des accords d'Arusha, de partage du pouvoir. Alors pourquoi a-t-on bombardé cet avion? L'avion des deux présidents. Pourquoi? 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 Et en plus, ils ne sont pas la majorité de la population. Ils sont une minorité. Ils sont une minorité. Ça veut dire que même si on fait des élections libres et transparentes au Rwanda, parce que vous savez, nous, sans se mentir, nous votons en fonction de la religion, en fonction de l'ethnie. Nous, en Afrique, ça, il faut dire la vérité. Donc, ça voudrait dire que même si on fait une élection aujourd'hui au Rwanda qui est libre et transparente, Kagame ne peut pas gagner. Il ne peut pas gagner parce que la majorité de la population est Hutu. Il ne peut pas gagner. Donc, vous voyez, dans le génocide, c'était un prétexte pour occuper le Congo. Voilà, c'est ça. Le génocide était un prétexte pour occuper le Congo. Voilà, c'était un prétexte. Et puis pour renverser Mobutu, prendre des terres, et puis placer un Israël bis là-bas pour contrôler la région. Donc en fait, Kagame, c'est un sous-traitant. Voilà, c'est un sous-traitant des Anglo-Saxons en réalité. Et il a aussi lui-même ses ambitions. Voilà, donc il fait de la sous-traitance, mais aussi il fait avancer ses pions. Ses pions dans la région. Il augmente son territoire. Et le prétexte c'est qu'il protège les Tutsis. Voilà, il protège les Tutsis. Alors qu'en réalité, il les protège pas. Il les protège pas parce que si tu protégeais les Tutsis, tu savais que c'est une minorité, on n'aurait pas bombardé l'avion des... C'est pas quand même les Hutus qui ont bombardé l'avion de deux présidents Hutus. Non, ça c'est... Donc on a voulu provoquer le génocide. Donc le génocide que vous voyez, il est provoqué. On l'a provoqué. Voilà, il y a quelqu'un qui a provoqué le génocide afin que, comme on lui a donné des capacités militaires, ces anglo-saxons, ses partenaires anglo-saxons lui ont donné des capacités militaires, donc on a provoqué, en bombardant l'avion, on savait que les Hutus allaient se venger sur les Tutsis, donc en fait c'est un génocide provoqué. Le génocide des Rwandais, c'est un génocide qu'on a provoqué en vue d'occuper le Congo et en vue de contrôler, de placer un État là-bas, un gouvernement qui va contrôler la région. Voilà le but en fait. Voilà.
occuper le Congo, une partie du Congo, pas tout, parce qu'ils ne peuvent pas occuper tout le Congo. Voilà, ils ne peuvent pas. Déjà même, c'est sûr que les Congolais font des efforts parce que, bon, ils auraient peut-être déjà partitionné le Congo depuis. Peut-être. Mais je pense qu'aujourd'hui, les Congolais ont ouvert les yeux. Les Congolais ont ouvert les yeux. Parce que vous savez, jusque dans les années 90, et nous, on n'avait pas les yeux ouverts. On nous a beaucoup trompés. On nous a beaucoup trompés. On nous a fait croire que parfois, c'était nos présidents les problèmes, les Mobutu. Alors qu'au fond, en réalité, vous avez des impérialistes qui nous font nous entretuer. On nous a beaucoup trompés. Vous voyez, il y en a qui vont me demander la responsabilité des Congolais alors. Et la responsabilité des Congolais. Mais je pense quand même que la responsabilité des Congolais est minime. Même s'ils ont une certaine responsabilité. Parce qu'en face, quand vous avez en face de vous quelqu'un qui va vous mettre un pistolet, hein, vous ne décidez plus. Quelqu'un qui a un pistolet, la preuve, Kabila a été tué. Kabila père a été tué. Ça voudrait dire que Kabila père a ouvert les yeux. Vous voyez? Donc, si jamais on dit que les Congolais ont une responsabilité dans la situation de leur pays, la responsabilité des Congolais, c'est 0,000000000%. Voilà. Parce qu'en face, vous avez des gens qui sont plus forts militairement. Donc ça veut dire que si toi dans le gouvernement, par exemple dans le chef d'état-major, les chefs d'état-major par exemple congolais, on lui passe un coup de fil, on lui fait ça. S'il ne fait pas, on lui dit on va s'occuper de ta famille, on va s'occuper de... Il va le faire. La preuve, Kabila père a été tué. Kabila père a été tué. La preuve. On ne tue pas un président comme ça. Ça voudrait dire que en face d'eux, il y avait plus fort. En face de Kabila, il y avait plus fort. Et certainement, il y a des choses qu'il ne voulait plus faire. Il avait ouvert les yeux. Donc, moi, je pense que, d'accord, les Congolais ont une responsabilité dans leur situation, mais je n'accorde pas une grande proportion et un grand pourcentage à cette responsabilité. Je n'accorde pas. Moi, je n'accorde pas. Parce que quand tu es en face de toi quelqu'un qui est armé, plus armé que toi, tu n'as pas de responsabilité en réalité. Parce que si tu ne le fais pas, il va te tuer. Il va te tuer. Que tu le fasses ou que tu ne le fasses pas, il va te tuer. Voilà. Ou bien que tu refuses de le faire ou que il le fera. Donc, vous voyez, donc c'est quand même difficile la situation des Congolais. C'est quand même difficile. Vous voyez des chefs d'État qui, pour faire plaisir à leur population, bombent le torse la journée, alors que la nuit, ils traitent avec leurs ennemis. La nuit, ils traitent avec leurs ennemis. Dans la journée, ils bombent le torse, ils montrent comme s'ils défendent le pays, mais alors qu'en réalité, dans la nuit, ils traitent avec son ennemi. Si vous prenez par exemple Kagame là, vous allez voir comme, vous avez comme impression qu'il parle mal aux Occidentaux. Il leur tient un discours, on dit un vrai panafricain. Mais alors que la nuit, il traite avec eux. La nuit, il traite avec eux. Ce n'est pas un véritable panafricain. Parce que si tu étais vraiment un panafricain, regardez le Congo. Regardez le Congo. Bon. Dieu donnera à chacun selon son salaire. Dieu donnera à chacun selon son travail. Chacun aura son salaire. Mais seulement, ma crainte, c'est que c'est toujours les innocents qui payent. C'est les innocents rwandais qui vont payer ça. Parce que Kagame n'est pas éternel. Il va passer. Il va passer. Aujourd'hui, les gens ont ouvert les yeux. Les Congolais ont compris ce qu'il se passe chez eux. Les Congolais ont compris. Ils savent ce qu'il se passe chez eux. Kagame n'est pas éternel. Il n'est pas éternel. Il passera. Bon, maintenant, c'est l'après, là. Les Rwandais, déjà même que, bon, vous savez, c'est une dictature, le Rwanda. Donc, peut-être que là-bas, eux-mêmes, ils souffrent, les Rwandais. On voit ça à distance, on ne sait pas. Eux-mêmes souffrent. Eux-mêmes souffrent. Un pays qui n'est... Bon, je pense que je vais m'en tenir là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.